Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans l'Amphifoche. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je m'appelle Éléonore Balenci, je suis journaliste et je vais donc vous accompagner tout au long de cette journée au Paris Defense and Strategy Forum. Nous allons continuer aujourd'hui à explorer les enjeux d'une Europe à la croisée des chemins, véritable carrefour géopolitique au cœur de toutes les transformations et à l'aube d'une nouvelle ère. Alors, au cours de cette journée, nous accueillerons les visions de nombreux experts et de personnalités civiles, militaires ou politiques. Et comme hier, vous avez bien sûr la possibilité de poser vos questions sur l'application. Nous y répondrons, mais vous connaissez si vous étiez là hier. Alors, on l'a compris, au cours de notre première journée, la géopolitique de l'Europe se remodèle depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment à l'Est, mais aussi dans la région baltique. Confrontée aux nouvelles fractures du monde, cernée entre un potentiel conflit avec la Russie d'une part et une prise de distance de l'allié américain en cas de retour au pouvoir de Donald Trump d'autre part, l'Europe peut-elle affirmer sa souveraineté stratégique? Et si oui, comment? De quel levier dispose-t-elle? Quel choix doit-elle faire? Je vous propose d'accueillir et d'écouter sur ce sujet Monsieur Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, puis de l'Europe et des Affaires étrangères et envoyé personnel du président de la République pour le Liban. Monsieur le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, cher Bruno Durieux, mon général, mesdames et messieurs les élus parlementaires de France, mais aussi d'autres pays qui ont bien voulu se joindre à vous et à nous, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier le général Durieux de m'avoir convié à ce premier forum organisé par l'Académie de défense de l'école militaire. D'abord parce que ça me fait très plaisir de revenir ici, de retrouver ces lieux, de retrouver aussi une partie d'entre vous. Mais au-delà, parce que ma conviction profonde est bien, en effet, que notre Europe se trouve à la croisée des chemins. Face à un environnement marqué par un renversement souvent tragique des tendances fortes et plutôt positives qui avaient marqué la fin du XXe siècle, que ce soit la fin de la guerre froide, le processus de paix au Proche-Orient, le traité de Maastricht, les progrès du désarmement, l'état de droit international, l'avènement d'Internet. Face à cet environnement-là, aujourd'hui renversé, l'Europe semble hésiter. Elle peut soit se diluer irréversiblement dans un ensemble hétérogène et sans puissance sur la scène internationale, tant géopolitique que géoéconomique, ou elle peut basculer vers une souveraineté stratégique assumée, articulée avec les autres puissances, en particulier les puissances émergentes. Elle peut se rassembler, renforcer son unité face aux dangers, assumer son projet d'union, ou se laisser aller à des profondes divisions, parfois attisées de l'extérieur et ainsi affaiblies, s'y perdre. Elle peut libérer son industrie, relancer son économie et ses investissements, soutenir à fond l'innovation et la recherche, ou voir son économie sortir des premiers rangs dans les 20 années à venir, comme le lui promettent bien des prospectives, laissant inexorablement la place aux géants qui domineront alors l'économie et les échanges internationaux. C'est dire, mon général, combien vous avez eu raison de poser la question dans toutes ses dimensions à l'occasion de ce forum. Car c'est bien à un bouleversement stratégique que l'Europe est aujourd'hui confrontée. En tout premier lieu, mais vous avez déjà dû en parler, la sécurité européenne, sa sécurité, est gravement mise en cause par le retour de la guerre la plus brutale et, pour tout dire, de la barbarie en son cœur, en Ukraine. La périphrase militaire, guerre de haute intensité, cache mal la réalité des destructions d'apocalypse qui marquent le territoire ukrainien et sa population, sans parler des crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité qui y sont perpétrés.
Et cette guerre désinhibée, alimentée par tout l'appareil et les moyens de l'armée, des services et de l'industrie russe, est mise en mouvement au nom d'une idéologie expansionniste et révisionniste dont le dessein dépasse explicitement, et non pas uniquement en perspective, le périmètre de l'Ukraine. Il n'est pas inutile de rappeler, je crois, combien le régime russe a systématiquement foulé aux pieds tous les principes de base de la sécurité européenne, patiemment élaborés depuis non seulement 1990, la Charte de Paris, mais aussi antérieurement, depuis les années 70 et les accords d'Helsinki. Il s'agissait alors d'opérationnaliser les 10 principes qui étaient au fondement de la sécurité et de la paix en Europe. Je ne vais pas les rappeler, mais on voit bien, quand on les lit, comment il y a aujourd'hui une gravité de ce qui se passe autour de notre continent. Les principes, c'était le respect de la souveraineté des États, le non-recours à la menace et à l'emploi de la force, l'inviolabilité des frontières. Bref, tout cela est rompu. Chacun de ces 10 principes est rompu par Vladimir Poutine à l'occasion de la guerre en Ukraine. Il assume de mettre à bas le socle commun sur lequel avait pu se développer la relation des Européens à la Russie pendant des décennies, avant même la chute du mur. À la mise en cause des principes juridiques fondamentaux que je viens de rappeler, s'est ajouté un effort méthodique, systématique, de démantèlement progressif et complet de tous les instruments de régulation des conflits sur le territoire européen et au niveau transatlantique. Parallèlement, des mesures de confiance jusqu'au traité de limitation et de réduction des armements, quelle que soit leur catégorie, conventionnelle et nucléaire, jusqu'au gel des discussions sur le nouveau traité START. Le chemin a donc été fait en sens inverse de tous les efforts précédents, au détriment de la sécurité de notre continent. Et c'est au total un vide dangereux qui a été installé et qui est désormais exploité. En déclenchant une guerre au cœur de l'Europe, Vladimir Poutine a ouvert une nouvelle ère où se joue, à n'en pas douter, l'existence même de l'Europe comme projet de paix et comme État de droit. Bien aveugles ou naïfs, ceux et celles qui seraient tentés d'en minimiser la portée, et il y en a. L'histoire de l'Europe nous a appris combien cruellement à ne pas négliger des signes aussi clairs. En deuxième lieu, la conflictualité ouverte ou potentielle qui s'étend actuellement dans le monde et suscite un peu partout une nouvelle course aux armements touche des zones majeures pour les intérêts européens hors du continent européen lui-même. La guerre au Proche-Orient a créé un choc international majeur dont les prolongements sont considérables. Je ne reviens pas ici sur la tragédie du 7 octobre dernier, ni sur l'hyperviolence indiscriminée qui a suivi et qui malheureusement se poursuit, mais cette guerre crée un ébranlement profond et elle porte en germe une dangereuse extension tant vers le nord au Liban que vers le sud en mer Rouge et à l'est vers l'Iran. Et pour ne citer que les 2 derniers cas, l'extension en mer Rouge ou vers le Golfe affecterait les couloirs maritimes parmi les plus empruntés du monde, vous le savez, Bab el-Mandeb en particulier. Et par ailleurs, je voudrais redire ici ma conviction profonde, que j'ai redit ce matin sur une radio, l'Iran est la grande gagnante de cette situation. Le régime ne s'implique que par ses affidés, Téhéran se fait le héros de la cause palestinienne et dans le même temps, son programme nucléaire militaire, lui-même porteur de graves crises internationales futures, progresse sans guerre de frein, au contraire. En Asie, la situation entre la Chine et Taïwan, d'une part, entre la Chine et les pays riverains de la mer de Chine du Sud, d'autre part, est également source d'inquiétude à court terme, à moyen terme et lourde de danger. En cas de blocus dans le détroit de Taïwan, hypothèse loin d'être invraisemblable, près de 2 000 milliards de dollars d'activité économique seraient menacés. Et l'impact d'une crise sécuritaire à propos de Taïwan
aurait des conséquences majeures sur l'économie mondiale et en particulier sur l'Europe, sans commune mesure avec ce que nous avons déjà connu, que ce soit par les blocages du Covid ou par les sanctions qui marquaient la crise avec la Russie. Or, la probabilité d'un conflit armé autour de Taïwan s'est accrue ces dernières années, en raison en particulier de l'attitude beaucoup plus radicale, la posture beaucoup plus radicale, à la fois en termes politiques et militaires, de la Chine. Ce qui me frappe le plus dans le tableau actuel des mutations stratégiques, c'est plus largement le retour des conflits de souveraineté territoriale, le retour de guerres sur les frontières. Et il se présente souvent et s'intensifie à l'occasion de la découverte de ressources énergétiques ou de ressources minérales critiques pour l'économie, ces dernières pouvant s'exacerber avec les besoins nouveaux liés à la transition énergétique. Et on l'a vu récemment sur tous ces sujets, les situations conflictuelles entre la Turquie, la Grèce et Chypre, en Méditerranée orientale, plus récemment les conflits entre le Venezuela et le Guyana. Pour l'Europe, et c'est la troisième caractéristique de la situation actuelle, il serait de ce fait essentiel de pouvoir faire jouer les instruments de la gouvernance mondiale chargés du maintien de la paix, en premier rang les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Mais c'est justement une caractéristique inquiétante de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Les instruments par excellence du maintien de la paix, de la stabilité mondiale, sont aujourd'hui comme privés de toute efficacité, voire même de pertinence. L'ONU est paralysée par les vétos, elle ne parvient plus à peser sur les situations les plus graves de guerre, tant en Europe qu'au Moyen-Orient. Elle ne parvient pas non plus à se réformer parallèlement. Et dès lors, elle est mise de côté et ne joue un rôle qu'aux marges de questions centrales et conflictuelles que je viens d'évoquer. Cette absence de système de gouvernance efficace et la crise de légitimité de ces instances et des instances actuelles créent là aussi un autre vide dangereux dans lequel s'engouffrent les partisans du règlement des conflits par la force. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, mais désormais se développe autour de nous une vision organisée, critique, hostile de la gouvernance internationale héritée de la dernière guerre mondiale, que ce soit les Nations Unies, les institutions financières, tout cela couplé avec une négation de l'état de droit, en particulier depuis la déclaration Xi-Poutine de février 2022. Rappelez-vous, c'était quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Pékin et quelques semaines avant l'agression du 24 février. Je conseille d'ailleurs de relire avec beaucoup d'attention ce long texte qui préfigure, si on y prend garde, beaucoup de drames futurs. Les différences croissantes de perception de la guerre en cours au centre-Europe illustrent ce danger. Que les valeurs portées par les puissances occidentales ne soient plus reconnues comme fondement d'un état de droit international partagé et mis en œuvre, mais qu'elles soient relativisées et considérées comme l'apanage d'un petit nombre de privilégiés est une situation nouvelle et grave. L'Europe, pour sa part, est mise au défi de lutter contre la négation des instances de gouvernance, et en particulier le Conseil de sécurité, et d'agir pour dépasser le simplisme de l'opposition nord-sud, ou, je préfère cette expression, de l'Ouest contre le reste. La quatrième évolution touche la redistribution des cartes de la puissance économique mondiale. La trajectoire ascendante des économies dites émergentes du Sud global sera la principale source de croissance dans les décennies à venir. Et si l'Europe ne retrouve pas un plus grand dynamisme favorisant croissance et innovation, son influence sera fortement relativisée dans l'économie et le commerce mondial, alors que ceci était jusqu'à présent le domaine par excellence de sa stature, de notre stature internationale. Et l'affirmation du groupe BRICS+, puissant, étendu à 5 nouveaux membres en janvier dernier, représentant une part croissante de l'économie mondiale, est l'une des traductions politiques de cette évolution. Que ce groupe soit davantage rassemblé par une démarche critique que par un projet de construction commune ne retire pas
de sa force au symbole que représente ce contre-G7. G7 où l'Europe a tenu et tient toujours une place éminente. Enfin, c'est ma 5e observation, à l'heure où se développent à grande vitesse les applications de l'intelligence artificielle, comment ne pas être alerté par l'absence de l'Europe dans les super plateformes mondiales qui dominent aujourd'hui les nouvelles technologies numériques. L'Europe veut y répondre par toute une série de tentatives de régulation, mais ce ne peut pas être une réponse suffisante face à l'ampleur du défi. C'est un domaine où le risque de vassalisation du continent est important. Le surgissement de l'intelligence artificielle aux multiples et profondes conséquences impose là aussi une réaction. Au total, mesdames et messieurs, face à l'ampleur des bouleversements en cours, il me semble que l'Europe n'a guère le choix. Sauf à sortir de l'histoire, elle doit réaliser, pour paraphraser une expression du président de la République, Emmanuel Macron, sauf à sortir de l'histoire, elle doit réaliser une forme de sursaut stratégique, tant au plan de sa sécurité, de sa défense qu'au plan économique et industriel. Elle doit en effet aujourd'hui faire face en urgence à un double danger extérieur, à un risque intérieur et à une donnée géopolitique et militaire nouvelle. Pour l'extérieur, c'est bien sûr, j'en ai parlé, la pente dangereuse où nous entraînent les desseins de Vladimir Poutine. Je relève d'ailleurs à cet égard, et si on l'a bien compris, les déclarations d'hier du président Poutine, que ses buts de guerre visant à éradiquer la nation ukrainienne comme telle n'ont pas changé. S'y ajoute la possible élection à la Maison-Blanche d'un président hyper nationaliste, imprévisible et ouvertement hostile au projet européen, enclin aussi, de temps en temps, à remettre en cause sans sourciller les fondements même du lien transatlantique depuis 1949. Au plan interne, il faut résister à la montée en Europe d'un sentiment de fatigue, de lassitude, parfois défaitiste, face aux offensives russes, y compris aux offensives informationnelles. Au plan géopolitique et militaire, je me permets d'insister sur ce point, il faut désormais compter avec une donnée nouvelle que constitue la liaison affichée, désinhibée, entre les appareils militaires et d'armement de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord. Tout ça sous le regard de la Chine. Et cette articulation militaire entre le théâtre européen et ses puissances moyen-orientales et asiatiques est sans précédent. Une telle conjonction me paraît lourde de danger et justifie un sursaut. Il faut évidemment impérativement conforter le soutien à l'Ukraine, tout en cherchant à éviter une guerre avec la Russie, ce qui est la ligne de la France depuis le début de l'agression russe. Mais sans guère de doute, cela implique aujourd'hui d'établir à l'égard des Russes un rapport de force suffisamment dissuasif par les engagements concrets des alliés. J'observe d'ailleurs que la réunion qui s'est tenue à l'Élysée le 26 février allait tout à fait dans ce sens. Après cette description pessimiste, il y a heureusement dans cette situation quelques raisons d'espérer de l'Europe. En effet, depuis 2 ans, d'abord, l'Europe a su conserver son unité dans les grandes décisions, et c'est l'un des acquis les plus précieux de ces 2 dernières années. Cette solidarité que le président Poutine rêve toujours de briser. Face à l'agression contre l'Ukraine, dès le début, les 27 sont demeurés unis. Et ce n'était pas une donnée évidente au départ, compte tenu des situations économiques différentes, historiques, politiques différentes entre les 27. Mais ça a tenu. C'est d'ailleurs dans ces conditions que les 27 ont lancé officiellement, le 14 décembre dernier, les négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Là aussi, c'était loin d'être évident, et en 2022, c'était loin d'être évident, je peux en témoigner personnellement. Par ailleurs, l'Europe a consolidé sa stratégie d'aide sans désemparer à l'Ukraine et on a dessiné les prolongements pour les années à venir. Cela vient de se passer, je ne vais pas revenir sur les chiffres, vous les connaissez,
Mais cet effort-là est très important, continuera à être essentiel, y compris dans le cadre des 9 coalitions d'armement qui ont été décidées aussi et renforcées il y a 15 jours. Et dans le même temps, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, les pays européens ont opéré des déploiements militaires à l'Est de nouveaux moyens, et les 8 groupements tactiques déployés ainsi à l'avant, pour reprendre le vocabulaire de l'OTAN, sont, il faut le dire, majoritairement dotés par les Européens. Et la France, dans cet ensemble-là, contribue par ses missions en Estonie, en Roumanie, dans l'espace aérien balte et polonais. Tout cela, ce sont des signes tangibles de notre engagement au plus près des frontières exposées de l'Alliance et de l'Union européenne. Troisième remarque positive, l'Europe, en dépit des prédictions pessimistes, a également su largement diminuer puis planifier la fin de sa dépendance par rapport aux ressources énergétiques provenant de Russie. Elle s'est organisée à grande vitesse. On ne pensait pas si vite. On ne pensait pas avec autant de résultats. Elle s'est organisée pour diversifier ses sources d'approvisionnement, pour être souple dans les marchés passés avec certains, permettre des accords avec d'autres, les États-Unis, le Qatar, la Norvège et bien d'autres. Résultat, alors qu'avant la guerre, l'Union européenne dépendait pour 45% des importations de gaz naturel venues de Russie, cette part est descendue à 15%, et concernant le pétrole, les importations venues de Russie ont considérablement chuté de 90% environ. On n'y croyait pas, mais c'est une véritable démonstration de la capacité de réaction rapide et d'adaptation de l'Union. Et pour l'avenir, comme vous le savez, l'Union s'est fixée l'horizon 2027 comme date de fin de toute dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Toujours dans le même temps, l'Europe a également su surmonter les différences séparant parfois, même opposant, les 27 États membres en matière de sanctions contre la Russie. Nous avons poursuivi le cycle des sanctions jusqu'à il y a quelques jours, même si certains doutent, avec parfois des arguments de l'efficacité de cette politique. Je considère pour ma part que ce volet de notre stratégie de soutien à l'Ukraine est indispensable, même s'il y a des contournements, mais il y a désormais des sanctions contre ceux qui contournent. Et je suis convaincu que même si elle est très résiliente, l'économie russe verra des pans entiers et la qualité de ses équipements fragilisés sur le moyen terme. Dans le même temps, et c'est évidemment majeur dans le contexte que j'ai décrit, il faut souligner que l'Europe a engagé des progrès sur des dossiers essentiels pour son avenir, comme la réponse à la crise climatique et la montée en puissance de sa politique industrielle. Ces dossiers de long terme sont majeurs pour l'avenir du projet européen, il faut le dire, sont majeurs pour les générations qui vont exercer prochainement des responsabilités, sont majeurs pour toute la jeunesse européenne. Alors sur le sujet du climat, vous connaissez le Green Deal, qui va complètement modifier le cadre des politiques énergétiques, environnementales, industrielles au sein de l'Union. Cette politique-là aura un effet d'exemplarité à la hauteur de nos responsabilités dans les solutions à apporter à la crise climatique. Vous connaissez aussi le plan industriel du Pacte vert. Je dois dire d'ailleurs qu'à cet égard, ma réflexion, en raison de mes fonctions antérieures, m'amène à dire qu'il y a eu, dans cette prise de conscience, en particulier du plan industriel et du combat contre les dépendances que nous avons, un double effet à la fois du Covid et de la crise ukrainienne. Les deux se sont cumulés pour la prise de conscience. Le plan industriel du Pacte vert, lui, a été lancé en février 2023. Je rappelle à cet égard combien, sur les sujets industriels et sur la lutte contre les vulnérabilités, le sommet de Versailles de mars 2022 a été essentiel, et surtout la rapidité de la mise en œuvre post-déclarative. Ce plan industriel du Pacte vert qui se veut une réponse à l'IRA américain, en particulier sur la maîtrise des matières premières, sur la maîtrise des minéraux critiques, sur les industries stratégiques comme l'énergie, sur le pari sur l'électrification. Tout ça a été mis en cause de manière extrêmement rapide, ce qui montre que le mouvement en faveur d'une véritable politique industrielle est au cœur des enjeux du futur exécutif européen.
Moi, je constate là vraiment une évolution assez considérable. Aujourd'hui, en Europe, défendre ses intérêts industriels, ce n'est plus un tabou. La production revient au centre des préoccupations. Parler de stratégie industrielle désormais n'est plus un péché. Ce n'est plus honteux. Ce n'est plus uniquement français. Il y a eu une évolution considérable dans cette direction et cette mutation doit, à mon avis, s'amplifier, faute de quoi le décrochage de l'Europe vis-à-vis de la Chine et des États-Unis s'amplifierait rapidement avec toutes les conséquences qui en résulteraient en perte de dynamisme économique, de dépendance stratégique et de perte de poids politique dans le concert des puissances. Voilà, mesdames et messieurs, pour assurer la sécurité de l'Europe et préserver sa place dans l'économie mondiale, il faudra relever au moins 3 défis. Le premier défi est sécuritaire et militaire. Comment restaurer la sécurité en Europe après que chacun des principes et instruments minutieusement mis au point après la guerre mondiale puis après la guerre froide a été systématiquement foulé aux pieds par le régime russe. Cela passe évidemment par le rétablissement de l'Ukraine dans sa pleine souveraineté. J'ai dit à plusieurs reprises, y compris dans certains médias ce matin, que la souveraineté comme la sécurité de l'Ukraine et celle de l'Union européenne sont définitivement liées. Il y a donc urgence à ce que l'Europe prenne encore davantage à bras-le-corps la question du soutien militaire à l'Ukraine et de sa propre défense. Cela passe par une mobilisation industrielle majeure, du type de celle qui a été appelée, initiée, encore très modestement, par Mme von der Leyen et par le commissaire Thierry Breton il y a quelques jours, pour la production d'armements et le financement de projets militaires communs. Cela passe par des solutions audacieuses comme le projet d'emprunt avancé par la première ministre d'Estonie au bénéfice des initiatives européennes pour la défense de l'Ukraine et pour donner à nos industriels la visibilité, cette visibilité qui leur manque pour investir. Et l'ensemble impressionnant d'ateliers et de tables rondes que vous avez réunis ces jours-ci, mon général, aura certainement permis de faire un tour d'horizon de ce défi militaire que l'Europe se doit de relever. Elle dispose déjà d'instruments de base, le Fonds européen de défense, la Facilité européenne de paix. Elle dispose aussi maintenant d'une vision stratégique, la boussole stratégique, mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, sans exagérer la possibilité d'un dérapage et d'une guerre ne peut être exclue comme elle a semblé l'être pendant plusieurs décennies depuis 1990. La voie est étroite, nous la poursuivons, en particulier dans le refus de déclencher la guerre à la Russie, en répétant sans arrêt que c'est la Russie qui a déclenché la guerre contre l'Ukraine, c'est notre guerre, mais nous ne la faisons pas. Et cette voie étroite ne peut être suivie de façon crédible que si les Européens se dotent de capacités militaires suffisantes pour que la Russie s'abstienne de tenter l'aventure avec quelques pays de l'Union ou de l'OTAN que ce soit. La dissuasion nucléaire nous y aidera, sans doute puissamment, ça ne fait aucun doute. Je salue à cet égard la clarté des options à cet égard de la loi de programmation militaire française en vigueur. Et s'agissant de la capacité de dissuasion française, la question a été posée d'ailleurs par le président de la République d'un dialogue avec nos alliés européens sur le nucléaire. Cette question est sur la table. Mais le nucléaire, s'agissant du théâtre du centre de l'Europe, ne suffit pas. Il doit pouvoir être épaulé par des capacités conventionnelles suffisamment puissantes, qui soient interopérables, avec un double objectif, garantir aux pays figurant en première ligne face à la Russie notre présence concrète et de poids à leur côté, et obliger le régime russe à retenir sa tentation de s'en prendre de façon ou d'une autre à la sécurité ou l'intégrité de tel ou tel allié. Dès lors, à rebours des années écoulées depuis 1990, reviennent les défis de la masse et les défis de la puissance, des capacités militaires européennes déployables efficacement à terre, dans les airs et sur les mers, sur et autour de ce théâtre. L'Europe ne le pourra qu'au prix d'un redressement de son effort financier
et d'un aggiornamento très substantiel de son industrie de défense, qui compte pour autant, faut-il le rappeler, parmi les toutes premières dans le monde. Alors, la résolution financière de cette question passe sans doute par les instruments évoqués récemment par la Première ministre estonienne ou par le président Macron, mais sans renoncer en aucune manière à l'Alliance atlantique et aux avantages de l'organisation militaire de l'OTAN, l'Europe doit ainsi s'affirmer comme pleinement partie à sa propre défense et établir dès lors la souveraineté stratégique qui en résulte. Le deuxième défi est économique et industriel, car la poursuite et l'amplification de la montée en puissance d'une véritable politique industrielle de l'Union est clé pour son avenir. Bien sûr, dans le domaine des instruments militaires, indispensables à la défense de l'Union, mais au-delà, cette politique industrielle doit être davantage protectrice contre les pratiques inégalitaires, voire déloyales de bon nombre de concurrents. Longtemps, les autorités européennes ont refusé de s'engager dans la voie d'un soutien public aux entreprises et a refusé de s'engager dans les règlements favorables aux acteurs européens, à essayer de vivre comme si cela se faisait mécaniquement par la loi du marché. Désormais, la nécessité de protéger l'industrie européenne de situations comparativement inégales et désavantageuses est beaucoup plus reconnue. Il faut poursuivre. Il doit en aller de même s'agissant des excès de réglementation qui paralysent l'agilité et la dynamique industrielle indispensable sur le marché mondial. Il est clair, par exemple, pour moi, que la tentation de surréglementation liée au pacte vert est susceptible de porter gravement atteinte à la compétitivité des acteurs industriels européens si on ne maîtrise pas le phénomène. Plus que de règlements, c'est donc sans doute d'investissements dans les secteurs stratégiques qui ont en particulier été dessinés lors du sommet de Versailles que j'évoquais tout à l'heure. C'est d'investissements dans les secteurs stratégiques que l'Europe a besoin. Un effort majeur dans la recherche-développement est aussi indispensable. L'Europe s'était fixé déjà en 2010 3% du PIB pour la recherche-développement. Ce chiffre n'a pas été atteint. Il s'agit pourtant d'une clé pour la croissance comme pour la souveraineté européenne. Et ces investissements cruciaux doivent se mobiliser autour des domaines majeurs pour l'avenir que sont l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'espace, les biotechnologies, les nouvelles énergies. C'est le nouvel agenda européen. Grâce à ce moment-là, à ces investissements qui seront relancés, une politique de protection plus importante dans les secteurs plus cruciaux, l'Europe pourra retrouver, si elle y croit, pourra retrouver une place parmi les leaders mondiaux dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Ce qui me frappe d'expérience, au moment de la crise de la Covid, alors que la santé n'était pas dans les compétences de l'Union européenne, qu'on a dépassé cette insuffisance et qu'on a réussi, alors que nous étions complètement exclus et dépendants de l'industrie pharmaceutique et de la recherche de vaccins, à faire en sorte que ce soit l'Europe qui assure complètement et la réindustrialisation pharmaceutique et le partage des vaccins avec succès. Cet exemple-là peut être suivi sur d'autres. Quand on croit, on peut le faire. Le troisième défi, et je terminerai par celui-là, est à la fois international et politique au sens le plus noble du terme. Il est rattaché à nos valeurs. Il s'agit de répondre aux attaques idéologiques dirigées contre l'ordre international et l'état de droit par des régimes autoritaires unis dans une même hostilité. L'Union doit faire entendre sa voix et trouver sur la base de ses valeurs des alliés au-delà des puissances occidentales. Nombre de pays de ce qu'on appelle le Sud global, y compris même des membres du BRICS, même du BRICS+, ne partagent pas d'emblée le même projet global qui est ouvertement anti-occidental que les dictatures assemblées pour telle ou telle circonstance autour de la Russie et de la Chine ont essayé d'infuser à l'intérieur du Sud global et des BRICS. Cela implique, au plan diplomatique, que l'Union elle-même se dote d'une vision de l'organisation internationale plus respectueuse des aspirations exprimées par les puissances émergentes, qu'elle puisse prendre en compte l'émergence des défis globaux pour faire en sorte que ces aspirations soient prises en compte, que la réforme des Nations Unies, que la présence dans les
nouvelles plateformes internationales, dans les nouveaux organismes internationaux puissent être partagées et que l'Europe joue sa crédibilité dans ses ouvertures. L'Europe doit aussi pouvoir affronter de front, à 27, la question des valeurs partagées à défendre, de son identité, de son périmètre. Et elle doit donc pouvoir tenir aussi sa place dans la guerre informationnelle qui fait rage et s'imposer par la clarté, la solidarité, l'unité de ses mots et de ses concepts. Et à cet égard, évidemment, dans ces enjeux, ma vision des défis à relever ne serait pas complète si je n'évoquais pas la question désormais bien identifiée de la cyberdéfense, en raison de la triple menace que représentent les attaques possibles, menace sur nos moyens de défense, menace sur des pans entiers de notre vie économique et sociale, et menace sur les moyens d'information et de communication. Et à ce titre, la loi de programmation militaire, initiée par Sébastien Lecornu, a justement fait de la cyberdéfense une des priorités premières de notre effort de défense. C'est un domaine clé pour asseoir notre sécurité et notre défense. En général, mesdames et messieurs, nous allons célébrer en France et en Europe le 80e anniversaire de la libération du joug nazi. Et j'ai pensé à cette occasion à la fameuse phrase de Victor Hugo, commémorant l'anniversaire de la naissance de la Deuxième République en France le 24 février 1848. Quand la nuit essaye de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux. Depuis en particulier le 24 février 2022, il ne fait guère de doute dans mon esprit que la nuit tente de revenir sur le cœur du continent européen. Il nous appartient d'en chasser les ténèbres, et cela passe par la prise en main par les Européens de leur destin. Il serait périlleux pour l'Europe de s'en remettre à d'autres, même si la solidarité fait évidemment partie de nos choix. Et cela est vrai particulièrement de la solidarité transatlantique, dont nous célébrerons en France tout au long de cette année la marque ineffaçable et la marque reconnaissante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette vision sur les grands enjeux et défis que l'Europe et la France devront relever dans le futur.